des histoires lisses, de l'information, voilà comment je vous conseille de faire, etc. Ça n'a plus aucune valeur parce qu'en fait, il suffit de demander à ChatGPT. Bien sûr que moi aussi, je traverse des challenges et les outils que je vous propose, c'est pas pour s'échapper de la réalité de l'expérience humaine, c'est pour essayer de la traverser avec le plus de présence, le plus de courage et en y laissant le moins de plumes possible. Tout ce que j'avais voulu, je l'avais eu. Et en fait, je me disais, et comment ça se fait que je me sens pas plus heureuse, mais plutôt moins. Un des pièges de tous ces bouquins de business qu'on peut lire avec les grandes réussites, etc., c'est que en fait, c'est leur recette de leadership qu'ils mettent en avant, mais c'est ce qui fonctionne pour eux avec leur tempérament, leur sensibilité, leur force, qui sont pas mon tempérament, ma sensibilité, mes forces. Voilà, donc ça fait déjà 5 minutes qu'on papote, de toute façon. Clotilde, je suis très contente de te recevoir. Merci beaucoup. Tu es descendue de Montmartre pour revenir jusqu'à ici, oui, je crois. Exactement, ouais. Une balade, il fait beau. Une petite balade, il fait beau. Donc toi, tu es plutôt moyen de locomotion à pied, actuellement, en vélo, je suis plutôt à pied, ouais. J'ai longtemps circulé à vélo, mais maintenant, je suis plus à pied. À pied et sans podcast dans mes oreilles, parce que j'ai longtemps écouté des podcasts en marchant et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait trop... Enfin, c'est bien de marcher avec ses propres idées. C'est intéressant, on m'a fait cette remarque il n'y a pas très longtemps, en effet, le fait que écouter de la musique ou écouter du podcast, c'est quand même se déconnecter de soi-même, c'est ça ? Oui, et que je pense que quand on a des vies et des vies professionnelles en particulier dans lesquelles on reçoit beaucoup d'informations, il faut quand même du temps pour catalyser et pour que les choses... pour que la poussière retombe et qu'on s'entende soi-même réfléchir. Donc je fais plus ça... c'est relativement récent comme changement, mais ça me fait beaucoup de bien. Et quand est-ce que tu écoutes des podcasts alors ? Alors, j'écoute plus des podcasts Alors, déjà, j'écoute moins de podcasts, de ce fait. Et c'est plus dans des moments où, par exemple, j'étends le linge ou je vide le lave-vaisselle. Voilà. Mais en fait, plus qu'associé à une activité en particulier, c'est plus de m'assurer que dans ma journée, j'ai effectivement des moments où je n'écoute rien d'autre que mes pensées. Ah, c'est pas Pour mal. Pas écouter un truc du matin au soir, quoi. Et du coup, tu fais ça aussi sous forme de break dans la journée où tu t'arrêtes de faire quelque chose, tu prends une pause forcée. Comment tu fonctionnes ? Non, ce que j'ai fait une fois et j'en avais parlé à mes abonnés, c'est une semaine de jeûne auditif. J'ai appelé ça un jeûne auditif, et où en fait, effectivement, en dehors des moments où mon entourage me parle, où je parle avec mon équipe, de vraiment être dans le silence. Parce qu'en fait, je ressentais cette espèce de trop plein, de trop de bruit dans ma tête. Et ça a été une semaine assez... où j'ai eu plein de prises de conscience qui, en fait, je pense, attendaient à la porte et qui ont pu se décanter et se dénouer dans l'espace que j'avais créé. Là où je te rejoins complètement, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui manque de silence. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il y ait une espèce de mouvance à plein de gens qui vont faire Vipassana ou qui vont faire des retraites silencieuses dans des monastères. Il y a même eu d'ailleurs une télé-réalité là-dessus. Ah, ça je savais pas. Tu savais pas Okay. Avec le fils de Benjamin Castaldi notamment, qui s'appelle, je crois, La vie au monastère. Enfin, je sais plus. Ah, je regarderai, ça m'intéresse. Ouais. J'ai toujours rêvé de faire une retraite silencieuse parce que moi, mon rêve, c'est un peu d'être dans ma bulle et que personne ne parle. Donc, un monastère, moi, ça m'irait très bien. Mais par exemple, comme sport, moi, j'aime beaucoup la natation parce que, en fait, j'ai pas d'oreillette amphibie et du coup, c'est vraiment une heure pendant laquelle je suis vraiment seule avec mes pensées, le bruit de l'eau, le bruit de ma respiration et je trouve ça assez méditatif. Donc, tu n'as pas acheté ce fameux casque que je viens de me procurer. Je ne veux surtout pas. Je ne veux surtout pas acheter ce casque parce que sinon, ça mettrait en péril mon heure de natation où j'ai généralement plein d'idées. Il y a des problèmes qui se résolvent. Enfin, voilà, c'est une nage méditative. Écoute, je vais faire la même chose. Je vais partir une semaine faire Saint-Jacques-de-Compostelle seul. Excellent. Ouais. Et je vais essayer de ne parler à personne. D'appels. Alors non, ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de pèlerins, mais plutôt de parler avec des gens, c'est ok, mais en tout cas de marcher avec le moins possible, je pense. En tout cas, certainement pas de podcast, peut-être un peu de musique quand même de temps en temps. Je vais voir comment. Parce que c'est des écouteurs, ça s'appelle Shox, alors c'est pas des partenaires, mais je fais de la pub quand même. Tu sais, qui permettent d'écouter, d'avoir de la... Oui, d'entendre quand même le bruit ambiant. Donc tu entends le bruit ambiant, tu entends les vagues, tu entends le vent, tu entends la nature environnante. Et en même temps, tu as de la qualité audio vraiment bonne. Donc, je vais voir ça. Mais en effet, moi, je ressens aussi ce besoin d'accepter d'être avec moi-même, juste avec moi-même, qui est difficile. Oui, tout à fait. Bon, écoute, Clotilde, très contente de te recevoir. Merci beaucoup.
Et je vais commencer par te présenter, voilà, pour qu'on puisse se situer, parce que c'est une demande de mes auditeurs. Ils me disent tes invités sont super, mais à la fin, on se demande vraiment ce qu'ils font. Voilà, ce qui est quand même problématique. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des dessous de la vie du dirigeant. Donc c'est ça qui est le plus intéressant, mais c'est bien de savoir aussi. On peut commencer par le dessus. Ouais, le dessus. Le dessus. Alors, moi, petite intro. À 35 ans, tu avais la vie parfaite sur le papier, un métier créatif qui te passionne, tu es avec l'homme que tu aimes depuis tes 17 ans, et vous avez 2 petits garçons en pleine forme. Et pourtant, à l'intérieur, tu n'arrives pas à être pleinement épanoui, tu te sens angoissé, voire enfermé dans ta vie. Alors, en 2017, tu lances un podcast depuis ta cuisine, sans micro professionnel ni plan marketing. Ça s'appelle « Change ma vie ». Et en 2025, tu cumules plus de 40 millions d'écoutes. Le chiffre est impressionnant. En somme, tu es passé de développeuse dans la Silicon Valley quand tu as 21 ans, sortant d'école. Une école de quoi de web? J'ai fait Dauphine, donc j'ai fait une MIAGE, donc une licence d'informatique de gestion. Ah, ok. Donc tu as été dev dans la Silicon Valley, ensuite tu as été blogueuse culinaire pendant 15 ans. Et maintenant, tu es coach de vie certifié et tu as une équipe, une entreprise qui fait du coaching. Exactement. Alors, vous avez déjà accompagné avec ton équipe plus de 4000 personnes à créer une vie alignée avec leurs aspirations. Mais, il y a toujours un mais. Oui, heureusement. Sinon, ce serait trop lisse. En 2024, ton entreprise a failli s'effondrer. Tu l'as même écrit sur LinkedIn, tu as été très transparente là-dessus. Crise économique, décision trop tardive, fatigue émotionnelle. Tu as frôlé le burn-out et ton modèle économique a vacillé. Donc tu as dû tout repenser, ton rapport au succès, à la performance, à la peur de décevoir. Et tu en as même fait un programme qui s'appelle « J'arrête d'être trop gentille ». Je pense qu'il fait écho à ton expérience, tu vas nous en parler. Et tu en as aussi écrit un best-seller qui est vendu aujourd'hui à plus de 10 000 exemplaires. Pour un premier livre, c'est franchement une performance très solide, qui s'appelle « La méthode change ma vie ». Voilà. Donc dans cet épisode, ce que je te propose de discuter ensemble, Clotilde, c'est la face cachée du développement personnel, la solitude du leadership, et en particulier du leadership féminin, et puis de ce que ça coûte vraiment de changer de vie. Ça te va comme programme ? Excellent, parfait. Bon, génial. Ma première question, tu la connais maintenant parce que tu as écouté mes épisodes, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet ? Eh bien, tu as évoqué les difficultés que j'ai rencontrées, notamment dans ma vie professionnelle en 2024. Et c'est vrai que, en fait, moi, j'ai eu un parcours professionnel et un parcours entrepreneurial qui a été honnêtement plutôt semé de pâquerettes et de papillons. En fait, depuis que je suis à mon compte, parce que j'ai quitté le salariat, j'avais 25 ans, chaque année a été meilleure que la précédente. Donc il y a 20 ans. Ouais, donc avant que tout le monde se mette à faire voilà. Donc, parce que moi, j'avais un blog de cuisine et en fait, j'ai lâché mon boulot d'ingénieur pour développer mes activités autour de la cuisine et de l'écriture. Donc ça ressemblait plus à freelance à l'époque. Et en fait, depuis 25 ans, chaque année avait été meilleure que la précédente. C'est-à-dire que chaque année, je savais plus de choses, j'avais plus de sagesse, j'avais développé des choses, j'avais plus de compétences. Et donc, en fait, j'étais dans une sorte d'illusion que la vie et le business, c'était ça. C'était chaque année une croissance par rapport... Donc, croissance plus ou moins fabuleuse, mais voilà. Et c'est simplement qu'en 2023 et 2024, la croissance que du coup moi j'anticipais, puisque j'avais toujours connu ça, a commencé à s'infléchir. Et donc en fait, c'est pas qu'on a eu une chute, c'est qu'on a eu un ralentissement de la croissance, alors que moi en fait je me préparais pour la suite de la croissance. Et donc notamment en termes d'investissement, en termes de construction d'une équipe, de collaboration, etc. Je m'étais préparée à ça, à une croissance qui n'est pas arrivée à la hauteur de ce que je voulais. Et en fait, j'ai eu successivement donc, ce ralentissement de la croissance, une collaboratrice clé qui est partie pratiquement du jour au lendemain avec un diagnostic vraiment embêtant, donc un gros problème de santé, donc congé maladie longue durée, alors qu'elle était assez essentielle dans ma façon de gérer l'entreprise. Et en fait, parallèlement, il y avait la sortie du livre qui était intervenue et qui m'avait pris beaucoup d'énergie, qui m'avait un petit peu éloignée de certaines informations opérationnelles du terrain. Et en fait, quand j'ai fait le point au début de l'été 2024, en fait, j'ai regardé les chiffres et je me suis dit, en fait, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir et donc il faut que je prenne des décisions pas faciles, voilà, les pires décisions. Enfin, je pense que la plupart des dirigeants se disent, voilà, le pire, c'est d'arrêter des collaborations.
Néanmoins, c'était absolument indispensable. Et donc, là, ça a été le début. Voilà, vraiment une situation dans laquelle je me suis sentie à poil et sans filet parce qu'en fait, j'avais évidemment la responsabilité de tout ça. Les paris que j'avais faits, les suppositions que j'avais faites, les conversations peut-être que j'aurais dû avoir plus tôt sur des histoires d'efficacité, de rentabilité, etc. Donc, j'étais seule responsable, seule à devoir prendre les décisions et les décisions, honnêtement, pour moi, c'était le pire qui puisse se passer, c'était ça. Néanmoins, c'était indispensable de le faire. Donc, voilà, ça a été un été vraiment, vraiment difficile. Mais j'ai pris les décisions qu'il fallait, conduit les changements qu'il fallait. Mais dans la suite de ça, c'est quand même une sorte de... Pour une équipe, surtout une équipe de petite taille, c'est comme une sorte de traumatisme en fait. C'est-à-dire qu'il s'est passé ça, et il y a eu un petit peu des ondes de choc de ça dans la réorganisation, avec des personnes qui du coup ont pas très bien vécu la situation. Et moi, au milieu de ça, qui me sentais en plus très responsable de la façon dont tout le monde allait le vivre, à vouloir essayer d'arrondir les angles pour tout le monde, de porter tout ce que je pouvais pour pas que ça pèse trop lourd sur l'équipe qui restait. Donc effectivement, j'ai fini l'année 2024 vraiment au fond du seau, complètement à la fois en termes de remise en question de moi-même, mais aussi sur le plan de l'énergie et de la santé physique, vraiment à bout. Mais ça a été aussi très salvateur parce que dans cette expérience-là, ça m'a permis de me rendre compte, en fait, de quelle façon est-ce que j'avais finalement construit cette situation. Alors, pas toute seule, mais co-construit cette situation. Et surtout, ça m'a obligée à me recentrer sur... comment est-ce que je fais pour repartir ? Parce je voulais pas lâcher l'affaire. Comment est-ce que je fais pour repartir ? Qu'est-ce qui me redonne du jus ? Et donc, mon mot de l'année 2025, c'est juice. Juice, j'ai vu le post. Voilà. Et en fait, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à la raison pour laquelle je fais ça depuis le début. Parce que je pense que pour les personnes qui, comme moi, démarrent un business sur une passion et un désir vraiment authentique de partager des choses, d'avoir un impact, etc. La partie construction de l'entreprise, gestion et conduite de l'entreprise peut finalement, paradoxalement, nous couper de la flamme ou de l'essence de ce qui nous a conduit à faire ça au départ. Tu veux parler bien sûr du fait que, par exemple, je pensais à Fabrice Florent qui a lancé un média qui s'appelait Mademoiselle et qui est devenu podcasteur, qui à la fin n'en pouvait plus de son rôle de gestionnaire d'entreprise et qui lui avait qu'une envie, c'était d'interviewer les gens en fait. Et ce qu'il a fait d'ailleurs après. Ça peut tout à fait être ça. Et en fait, je pense que il peut y avoir une sorte on peut se perdre en route en fait, alors même qu'on reste au service de sa mission, mais en fait on perd le contact quotidien avec finalement la partie de l'activité qui nous faisait vibrer. Qu'est-ce que tu préfères toi dans ton métier ? Alors moi, ce que je préfère, c'est l'identification de mécanismes du fonctionnement humain à la lumière de mon expérience à moi, des échanges que je peux avoir avec les personnes qu'on accompagne, et essayer, en fait, c'est marrant parce que l'intro de mon podcast au début, c'était, je me disais exploratrice de ma vie intérieure. Et donc, j'ai cessé de le dire au bout d'un moment, parce que je disais après, je suis chef d'entreprise, entrepreneur ou un truc comme ça. Mmh. Et en fait, je pense que là, je me rends compte qu'en fait, ce qui me passionne, c'est d'être exploratrice de nos vies intérieures. Et donc, tout ce qui est le plus proche possible de ça, c'est vraiment ça qui me nourrit. Et donc, la question que j'avais pour moi-même en 2025, et à laquelle je me propose de répondre, c'est comment est-ce que je fais pour remettre ça au cœur et au centre de mes journées et de mes semaines. Mmh. Je t'ai senti encore émue de parler de cette période très, très difficile. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile en tant que personne et en tant que dirigeante ? Je pense que moi, ce qui était le plus difficile, c'est la vraie sensation d'échec. Parce que justement, et c'est quelque chose qu'on s'est dit en off, parce que dans les parcours d'entrepreneurs et dans les partages, en fait, c'est une partie qui est toujours dans l'ombre, ou alors elle est racontée bien après. Donc j'écoutais par exemple ton épisode avec Guillaume Moubèche, où en fait il disait, des personnes, il en a licencié plein, parce que c'est la loi des grands nombres, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, plus ça grossit, plus il y a la possibilité, plus il y a d'années, etc. Mais quand on est pour la première fois dans cette situation-là, en fait, on a
peu de conversations avec des personnes qui sont dedans et qui se sentent en fait vaciller dans ok, est-ce que je sais ce que je fais, ou à quel moment est-ce que je me suis fourvoyée, enfin une énorme remise en question qui, en plus, quand on est très sensible, quand on est beaucoup dans sa tête, les choses peuvent on peut aller assez rapidement dans une espèce de spirale de ok, en fait, je suis plus bonne à rien, j'arrête tout. Voilà. Et pourquoi donc, heureusement, voilà. C'est pas fait pour moi. Voilà. Ah, bien sûr, une grande solitude. Ouais, grande solitude. Alors heureusement, j'ai un mari qui est vraiment un partenaire de vie depuis depuis longtemps maintenant, et donc qui me ramassait en larmes sur le carrelage de la salle de bain pour me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça, tout ce que j'ai construit, tout ce que je sais faire, tout ce que voilà. Mais c'est vrai que quand on est dirigeant sans associé, dans son rôle de dirigeant, en fait les autres personnes de l'équipe, c'est pas le rôle qu'elles doivent jouer. Donc voilà, il y a effectivement cette solitude. Est-ce que tu dirais quelle est ta plus grande... tu as mentionné quelques explications selon toi de ce qui a pu se passer, mais quelle est la plus grande erreur que tu as pu commettre, tu penses, toi, en tant que dirigeante, et que tu voudrais éviter quand tu vas avoir tes prochaines aventures entrepreneuriales? En fait, et donc là, on rentre dans quelque chose d'assez tactique, mais je souhaite que les personnes qui nous écoutent aient cette distinction qui n'était pas du tout évidente pour moi à l'époque. C'est en fait de faire attention à ne pas recruter de façon permanente pour des postes où les besoins vont varier selon le volume d'activité. Et parce qu'en fait, il y a des postes qui sont nécessaires quoi qu'il arrive. C'est-à-dire à partir du moment où on a une entreprise, il faut quelqu'un en marketing, et encore que ça se discute, est-ce que c'est salarié ou est-ce que c'est freelance. Mais moi, j'avais constitué une équipe pour livrer l'expérience de coaching qui était entièrement salariée, et où en fait, elle était constituée pour un volume d'activité plus grand que celui qu'on avait effectivement obtenu. Et en fait, c'est pas parce qu'on a moins de clients qu'on peut expliquer que ah bah oui, non, mais en fait, voilà. Donc si, le fait est, quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais voilà, s'assurer qu'on n'a pas d'effet de cliquet avec une taille d'équipe où en fait après on se trouve engagé, mais sans avoir voilà. Donc ça c'est un élément. Tu as mentionné aussi tout à l'heure les conversations difficiles et le fait que peut-être toi tu avais tendance à reculer, mais comme beaucoup de dirigeants en réalité, à avoir tendance à repousser ces conversations ou tolérer ou accepter une forme de médiocrité parce qu'on se dit bon allez, ça va quand même, ça passe, c'est pas si terrible, et quand tout va bien, en effet ça passe. C'est quand ça devient difficile, quand le marché se tend, que ça révèle des problèmes beaucoup plus grands. Et en fait, la façon dont moi je l'ai vécu, ça, c'est que en fait je me suis piégée moi-même à arriver à placer le curseur entre le fait de... Parce qu'on vous dit toujours... Alors, encore une fois, moi, j'ai lu tous les livres, j'ai écouté tous les podcasts, donc voilà, les connaissances théoriques, je les ai, mais on nous dit embauche des gens embauche des bonnes personnes, et puis après, laisse-les faire leur boulot. Donc, ne micromanage pas, ne viens pas regarder, etc. Et donc, en fait, comme moi, je suis quelqu'un de très exigeant, j'ai appris aussi à me dire non mais il faut pas que je sois tout le temps avec ma façon de faire, mon exigence, etc. parce que je vais étouffer les gens qui bossent pour moi. Il faut les laisser un peu faire leurs propres erreurs, faire à leur façon, etc. Mais parfois, c'est difficile de savoir, ok, je laisse les personnes faire à leur façon, mais à quel moment est-ce que moi, mon expertise, en fait, il faut que je me réinsère pour dire, non mais attention, là, quand même, j'ai l'impression que ce truc, ça devient quand même très compliqué, et est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire, et est-ce qu'on peut pas faire plus simple, etc. Et à ce moment-là, j'avais toujours cette espèce de truc intérieur de me dire, non mais Clotilde, c'est bon, laisse-les faire, tu vois, tu les payes pour qu'elles fassent le boulot, donc c'est pas pour que toi, tu viennes leur dire comment faire leur boulot. Ben oui, mais parfois, quand même, si. Et donc voilà, ce curseur-là, je trouve qu'il n'est pas évident entre la confiance et le contrôle, etc. Ce que je trouve en tout cas très chouette, c'est que, et c'est un peu une des questions que j'avais, c'est que, tu vois, est-ce que le coach doit être invulnérable ? Est-ce que le coach doit être parfait ? Est-ce que, à quel moment parfois le message que tu portes, ou que beaucoup de coachs portent, tu vois, dépasse
entre guillemets l'humanité, l'humanité, ouais. Non, mais ouais. dépasse même la personne, quoi, dépasse le coach en lui-même, quoi, Oui. tu vois. Comment tu vis, toi, cette situation entre être quelqu'un qui amène énormément de valeur à beaucoup de personnes, hein, en particulier des fans dans tes programmes d'accompagnement, à prendre confiance en elles, à changer le regard qu'elles portent sur soi, à changer de rôle, hein, parfois tu dis aussi, de ne pas être ancré dans des rôles sociaux qui se sont auto-infligés. Et toi-même, bah, tu vois, parfois, alors, notamment dans ce rôle de dirigeante, ou parfois, bah, l'année dernière, bah, pour la première fois, tu t'es ressenti vraiment à poil, parce que submergé par des difficultés que tu n'avais jamais connues. Et donc, Ouais. voilà. Comment Ouais. tu vis ça, ce décalage? Euh, Mais avant ça, une dernière chose. Je remercie notre partenaire Magma. C'est une des meilleures newsletters business que je lis tous les vendredis. Elle est propulsée par Orso Media. La newsletter Magma, elle centralise du contenu d'experts pour trouver ta prochaine idée de boîte en détectant des tendances de marché. J'aime beaucoup les rubriques sur par exemple les opportunités de marché cachées ou les idées de produits e-commerce ou de startups qui fonctionnent à l'étranger que vous pouvez reproduire. Et Magma, c'est aussi une communauté avec des groupes WhatsApp pour s'entraider, pour recruter ou pour tester des nouveaux produits. Ils ont plus de 1500 abonnés déterminés, plus de 230 éditions et plus de 700 sujets traités qui vont des objets qui s'auto-rechargent à l'investissement boosté à l'IA en passant par la création de contenu faceless. Voilà, ils ont surtout des lecteurs connus comme Jean de la Roche-Brochard, Mathieu Stéphanie ou Xavier Niel. C'est payant évidemment, mais comme on dit, you pay peanuts, you get monkey. Alors abonnez-vous en profitant de mon code Bootstrap50 qui vous offre 50 € de remise annuelle sur la première année. Merci. Bah, alors, l'avantage quand on est coach, c'est que alors même que j'étais en train de traverser ces difficultés et que je pleurais sur le carrelage de ma salle de bain, il y avait une partie de moi qui me disait je pense quand même que quand je serai de l'autre côté, j'aurai des trucs vachement utiles et vachement précieux à partager avec d'autres gens qui pourraient alors soit traverser exactement ça, soit voilà de me frotter à une forme de difficulté qui dans l'instant me paraissait insurmontable. Il y avait quand même une toute petite part de moi qui me disait ok, en fait c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que tu peux puiser dans les ressources que tu as construites sur les dernières années. Alors ça ne rend pas les choses plus faciles, mais au moins ça donne un sens, donc ça c'est la première chose. Et mais par ailleurs il y a effectivement le côté voilà, c'est quelque chose au moment où je le traversais. Alors évidemment, mon équipe était au courant et voilà, je n'ai pas voulu leur cacher la difficulté que ça représentait pour moi, même si j'ai mis du temps à le partager avec une vraie authenticité. Parce que bon, il y a aussi un point de vue qu'il faut avoir en tant que chef d'entreprise. Voilà, je peux pas être en larmes devant quelqu'un qui... Oui, tu as le voilà. droit d'être en larmes dans le carrelage Voilà, avec ton mari, mais, voilà, mais disons, pas dans le carrelage de la salle de bain de l'entreprise. Voilà. On peut dans une entreprise de coaching, mais voilà, il y a quand même une posture à conserver. Ce sera intéressant, pardon, je t'interromps, mais ce sera très intéressant, je pense, de parler justement, notamment dans des environnements de coaching. Moi, j'en ai connu, tu vois. Quelle est la limite sur la vulnérabilité du dirigeant, celui qui prend la décision, qui décide? Parce que dans plein de boîtes, si tu veux, il y en a qui vont dire, Wilfried Granier, par exemple, de Superprof, qui était un de mes premiers invités, te dirait je n'exprime aucun doute à mes équipes à aucun moment. Le chef, il doit amener de la joie, de la sérénité, de la direction. Ouais, et alors c'est très voilà, c'est lourd à porter. Ouais. C'est lourd à porter, mais lui, c'est sa façon de le vivre, on va dire, tu vois. Ce qui va être le cas d'ailleurs dans beaucoup de nos responsables politiques, par exemple, tu vois. Et à l'inverse, le dirigeant aujourd'hui qui va être tellement proche de ses équipes, qui va être capable de partager sa grande vulnérabilité sûrement, sa grande fragilité. Donc tu vois, du coup, toi, tu te situes où? Pour moi, c'est une question de... C'est-à-dire, c'est ni tout l'un ni tout l'autre. En fait, pour moi, il y a des sujets sur lesquels il faut montrer qu'on reste maître à bord et que... voilà. Enfin, ce qui est important, c'est de conserver des domaines de la vie de l'entreprise, des domaines de certitude. Et dans la communication vis-à-vis de l'équipe, et en particulier vis-à-vis de l'équipe qui va poursuivre l'activité, c'est de commencer par ça, de commencer par voilà ce sur quoi on peut s'appuyer, voilà ce dont je suis sûre, voilà la situation financière, ce que je peux partager avec vous, donc voilà sur quoi est-ce qu'on s'appuie. Parce que là, à ce moment-là, le niveau d'anxiété de tout le monde redescend d'un cran parce qu'il y a effectivement des choses sur lesquelles s'appuyer. Parce que là, on est dans un contexte où en plus, donc, comme tu dis, il y a des personnes dont tu as dû te séparer. Donc effectivement, il y a toute une partie de gens qui tu dois accompagner le départ et en même temps, tu dois gérer le fait de remotiver ceux qui restent. Et donc, voilà ce sur quoi on peut s'appuyer, voilà ce dont je suis sûre. Et voilà les sujets sur lesquels je m'interroge, voilà les erreurs que je pense avoir faites, voilà les expérimentations qu'on va mener.
et voilà ce sur quoi je ne peux rien garantir. Mais ce que je peux garantir, c'est mon engagement au service de ce projet, mon engagement au service de l'équipe et de nos projets futurs. Donc, il y a un peu une sorte de les étages de la fusée à construire. Mais après, je pense qu'il est indispensable d'avoir un espace par ailleurs, alors que ce soit dans sa vie personnelle ou moi je me suis fait coacher aussi, dans lequel on peut voilà, exprimer des doutes qui ne sont pas, qui ne sont pas encore suffisamment travaillés ou aboutis pour qu'on puisse voilà. Si un soir je me dis mais c'est bon, j'arrête tout, je vais pas appeler mon équipe en disant j'arrête tout. C'est absurde. On va d'abord dormir et puis demain matin on verra ce qu'on en pense. Mais donc voilà, pour moi c'est une question de sujet et de moment. Mais je pense quand même que, surtout dans une petite équipe, s'infliger une sorte de masque, ce que j'ai fait sans m'en rendre compte, mais pendant longtemps, de présenter un masque de certitude quoi qu'il arrive, d'invincibilité, etc. Je pense que ça dessert aussi l'équipe, parce que ça les déresponsabilise de certaines choses où elles peuvent se dire... alors, il se trouve que moi, je travaille qu'avec des femmes, c'est pour ça que je dis elles, mais l'équipe peut se dire ah bah oui, c'est bon, c'est géré parce qu'un tel ou une telle a l'air de gérer. Alors que, bah non, on peut pas tout et on peut pas tout gérer, quoi. Tu disais... j'ai pensé par moments peut-être tout arrêter, tu vois, dans ces moments que je pense beaucoup de dirigeants ont, beaucoup de gens même parfois dans leur vie professionnelle ont, se dire waouh, putain, là c'est trop pour moi, j'en ai marre, ça venait pas, je préférerais être tranquille à la plage et bénéficier du chômage. À quel moment tu fais la distinction entre l'obstination et la détermination, on va dire, la capacité à surmonter des épreuves, déjà pour toi et puis peut-être c'est un avis en général? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que ça, clairement, c'est la voie du burn-out. Et ça, je pense que c'est hyper important de le savoir, parce qu'en fait, De savoir quoi, la distinction entre les deux? Non, je vais tout arrêter, je vais tout débrancher et je veux juste me retrouver toute seule chez moi. C'est la voie du burn-out. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est répertorié comme un symptôme de burn-out, mais pour avoir, du coup, depuis échangé avec pas mal de dirigeants, y compris des dirigeants qui ont arrêté leur activité parce qu'en fait, c'était trop, en fait, ils se disent après coup... En réalité, c'est pas qu'ils regrettent, parce que c'est pas nécessairement du regret, mais après coup, je me rends compte que si j'avais pu m'échapper quelque temps, retrouver mes ressources, retrouver mes esprits, je vois une façon dont j'aurais pu poursuivre différemment, poursuivre avec plus de soutien, sans tout porter sur mes épaules, etc. Donc déjà, moi, je le savais, que cette pensée qui me venait de temps en temps, en fait, c'est le côté, tu sais, c'est le escape hatch, là, le truc genre, c'est bon, le siège éjectable de... Je ne suis plus bien dans cet environnement et le seul truc que mon cerveau pense, c'est que pour que ça aille mieux, il faudrait juste que je m'éjecte. Et donc ça, au moins, je le savais. Et donc, je me disais, je ne peux prendre aucune décision de cette nature tant que je me sens autant à bout, en fait. Et ça, mon mari a aussi joué ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il m'a dit, non, mais regarde, tu vois, regarde le podcast, regarde le livre, regarde tes clientes, regarde le programme qui marche hyper bien, regarde les personnes de ton équipe qui sont hyper engagées, regarde tout ce que tu as construit. En fait, tout ça, c'est encore là. Et en fait, ça permet d'interrompre cette espèce de spirale du cerveau qui s'oriente que sur ce qui va pas et ce qui est difficile. Et donc, en fait, là, c'est juste, il faut avoir un peu de patience et il faut se dire, OK, à quel moment est-ce que je vais trouver une forme de... Qu'est-ce que je peux faire en moins? Qu'est-ce que je peux déléguer plus? Parce qu'en fait, moi, ce qui s'était passé en plus dans cette réorganisation, c'est que j'avais repris beaucoup de choses et j'ai croulé sous tout ce que je reprenais. Et donc, en fait, le premier enjeu, c'était de se dire, OK, toutes les choses que j'ai reprises, il y a des choses peut-être qu'on peut juste arrêter de faire. Et puis, il y a des choses que je peux rendre. Voilà, on peut trouver d'autres personnes à qui je peux voilà, pour pouvoir retrouver de l'espace, un petit peu de repos et surtout moins de charge mentale, moins de... Oui, bien sûr. Alors, juste pour mettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que donc, 2024 a été une année... Moi, à l'époque, j'étais encore à la tête du club Bootstrap, donc je vois bien les retours que j'avais des entrepreneurs qui étaient effectivement beaucoup moins de chiffre d'affaires, voilà, ils étaient obligés de puiser dans leur trésorerie, obligés de mettre beaucoup d'efforts pour mobiliser l'équipe.
pour aller chercher de nouveaux clients. Enfin, donc c'est ça qui s'est passé concrètement? En fait, nous, c'est effectivement des lancements qui ont moins bien fonctionné que ce qu'on avait anticipé. Et donc, moins de chiffre d'affaires que ce qu'on avait budgété, que ce pourquoi j'avais construit le budget sur un certain chiffre d'affaires qui n'était pas au rendez-vous. Et donc, arrivé en milieu d'année, je me suis dit, en fait, si on continue sur cette trajectoire, en fait, mathématiquement, on a plus de charges que de produits. Et voilà. Donc, il se trouve que j'avais la trésor pour que si on atterrissait... mais il était pas question pour moi de poursuivre alors que je savais qu'on allait puiser dans la trésor. L'enjeu d'une entreprise, c'est qu'elle soit rentable. Sinon, c'est pas... Ça dépend de quelle entreprise. Mais... Oui, c'est ça. Mais enfin, l'enjeu de la mienne, c'est qu'elle soit rentable. Ouais, bien sûr, je comprends. Et du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce que tu vois, et après tout ça, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères toujours ton rôle de chef d'entreprise, Clotilde, qui a une boîte d'une dizaine de salariés, qui continue à grandir avec différents produits que tu développes, avec l'équipe que tu emmènes avec toi? Ou est-ce que tu préfères ton rôle de podcasteuse, de quelqu'un qui parle directement aux gens, qui peut parfois aussi les coacher directement, qui sont des métiers très différents, comme parfois, comme on disait tout à l'heure, un dirigeant... peut préférer parfois un rôle de coach, ou préférer un rôle de journaliste, ou préférer un rôle d'expert métier, tu vois, et qui se retrouve plutôt à gérer une entreprise, alors que lui préfère, peut-être il aime lancer les choses, mais en fait gérer ensuite ça l'ennuie, tu vois. Toi c'est quoi? Comment tu vis ces choses-là? En fait, moi, alors je pense que c'est une question à laquelle j'essaye perpétuellement de répondre, mais ce que je me suis donné comme objectif en 2025, c'est de construire le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train d'organiser l'équipe et d'identifier le soutien dont j'ai besoin pour pouvoir garder les parties de la direction d'entreprise et de l'animation d'équipe qui me passionnent et qui me nourrissent, mais laisser de côté celles qui ne me passionnent pas et qui ne me nourrissent pas, enfin pas laisser de côté, mais les confier à quelqu'un que ça nourrit et que ça passionne, et par ailleurs m'assurer que je garde beaucoup de temps pour ce qui nourrit ma flamme donc par exemple, pour te donner un exemple, je me suis lancée en janvier un challenge d'envoyer tous les mercredis aux abonnés de ma liste un email que j'écris qui est vraiment sorti du cœur, donc j'appelle ça le juicy email puisque c'est en lien avec le juice. Et donc, c'est pour partager une prise de conscience, un déclic, une compréhension. Et donc, c'est des emails qui sont assez vulnérables et qui sont assez personnels. Et où, en fait, ça m'apporte énormément parce que, alors déjà, c'est quelque chose qui est avec un retour très immédiat et que je sens que ça touche les personnes qui me reçoivent. Et on a des retours sur ces emails qui sont sans commune mesure avec ce que je fais par ailleurs, même les épisodes du podcast. Et ça, en fait, ça me permet de renouer avec cette partie-là qui me passionne. Donc, en fait, cette partie de connexion directe avec les gens, c'est ça? Cette partie d'immédiateté, en fait, entre je suis en train de traverser quelque chose, je comprends, j'apprends et je le transmets à des personnes chez qui ça fait écho. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée du programme J'arrête d'être trop gentille, d'ailleurs. C'est qu'en fait, en m'apercevant de toutes les façons dont je m'étais pliée en quatre, en arrondissant tout pour tout le monde, etc. Dans l'entreprise, dans mon entreprise, mais ça se manifeste aussi dans ma vie personnelle. Et en ayant moi-même beaucoup compris et avancé là-dessus, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie parce que c'est ça qui est vivant et vibrant pour moi aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, ça doit être vivant et vibrant pour d'autres personnes. J'en ai parlé. Et voilà, on a proposé cette expérience-là. Mais tu crois pas quand même que parfois il y a ce qui est assez fascinant chez toi, c'est que j'ai l'impression que dès que tu traverses une épreuve, tu es capable quasiment d'en faire un programme, tu vois, monétisable, etc. Mais tu crois pas qu'il y a des moments où il y a besoin un peu de digérer les choses, tu vois, avant même de le... Ah ouais, si. Par exemple, ce que j'ai vécu en 2024 professionnellement, je l'ai encore transmis à personne. Là, sur le sujet de ce qu'on appelle le people pleasing, donc cette façon qu'on peut avoir de prioriser les besoins et les attentes d'autres personnes pour se sentir en sécurité dans la relation, quitte à dépasser ses limites ou sa capacité, c'est quelque chose sur lequel j'avance depuis des années. J'ai vraiment vécu un point culminant en 2024 avec un déclic parce qu'en fait, j'ai plus d'autre choix que de dépasser ça. Et en fait, comme c'est encore... Je suis encore très connectée au avant, au après et à comment j'ai fait. Et donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel je me suis sentie prête à proposer quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que dans certains cas,
mais je pense que ça, c'est chaque personne qui le ressent. Il faut peut-être plus de perspective. perspectives. Ce que j'entends, c'est que c'est une trajectoire qui est là depuis des années, qui a eu un peu le point d'orgue, qui a testé, en fait, qui a été testé en 2024 avec la difficulté. J'ajoute que c'est une expérience que j'ai évidemment préparée, mais que je construis avec les personnes que j'accompagne, ce qui me permet d'être... c'est pas un truc où j'ai pas enregistré 5 vidéos et puis voilà les vidéos, c'est quelque chose que... Parce que justement, je veux que ce soit hyper adapté aux besoins et aux situations que les personnes que j'accompagne vont On en apporter. parlera justement de ce business de l'infoprenariat, je pense, dans lequel il y a une bonne partie d'escrocs parfois, et puis des gens qui essaient de faire les choses bien, mais quelle est la limite, comment tu la vois toi, etc. Ça m'intéresse. Mais avant ça, quand même, ce que je trouve assez fascinant chez toi, encore une fois, c'est et qui est pas toujours le cas, tu vois, chez tous les coachs. Tu vois, je connais très bien David Laroche, qui était pendant 2 ans membre de mon club, qu'on a fait des séminaires, qui est quelqu'un que j'estime énormément, qui est devenu un copain, quoi, mais qui est, je dirais quand même, qu'il y a une certaine forme de carapace, quelque part, tu vois. C'est peut-être ça qui a écorné un peu son image en ligne, où les gens ont dit oui, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient nous donner des leçons du haut de ses à peine 30 ans à Dubaï, voilà, tu vois. Du coup, à l'inverse, je trouve que tu es effectivement naturellement vulnérable, naturellement authentique sur tes difficultés, sur ce que tu traverses, ce que tu partages sur ton quotidien de dirigeant d'entreprise. D'autres pourraient le cacher en disant attends, moi ça va pas correspondre à mon image marketing, ça va pas me faire vendre des bouquins, quoi. Toi, tu es super à l'aise de le dire, je trouve ça super honnête, en effet. D'où ça te vient? Alors déjà, je veux dire, c'est pas facile. C'est-à-dire que là, l'exercice auquel je me prête là, il est pas facile, mais en fait, je me suis rendu compte, et c'est finalement assez récent, que en fait, il y a que ça qui a de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'intéresse personne d'écouter quelqu'un raconter une histoire, voilà, la vitrine, regarder comme tout ce que je fais me réussit, si ça n'est pas effectivement vrai. Et qu'en fait, je pense que justement, aussi bien moi que les personnes qui écoutent Change ma vie, en fait, en ont marre de cette fausseté de la communication sur les succès des uns et des autres, et que je pense que c'est ça qui va mourir. D'autant plus, je pense, sans lancer tout de suite le débat sur l'IA, d'autant plus que maintenant, des histoires lisses, de l'information, voilà comment je vous conseille de faire, etc., ça n'a plus aucune valeur, parce qu'en fait, il suffit de demander à ChatGPT et il vous dira. Par contre, ChatGPT, il n'est pas capable de raconter ce que je viens de raconter. Enfin, on peut lui demander de faire semblant, mais on sait très bien que c'est pour faire semblant. Et donc, en fait, je pense vraiment que... en fait, je suis en train de changer ma perception de ce qui est vraiment... de ce que je peux apporter qui peut être transformateur pour les gens. C'est pas de leur dire, depuis ma plateforme de succès, regardez comme ma vie est géniale et regardez comme en achetant le coaching chez moi, votre vie va être parfaite comme la mienne. C'est plutôt en me connectant avec les autres, en disant bien sûr que moi aussi je traverse des challenges, et les outils que je vous propose, c'est pas pour s'échapper de la réalité de l'expérience humaine, c'est pour essayer de la traverser avec le plus de présence, le plus de courage, et en y laissant le moins de plumes possible, mais on va y laisser des plumes, parce que c'est ça la vie. Et je sais que moi, dans les contenus que je consomme, entre guillemets, en fait, c'est ça que je vais chercher. C'est-à-dire comme, tu sais, le petit filet d'eau qui coule dans une roche, sur une roche dans le désert. C'est vraiment tout ce qui peut ressembler à quelque chose de vrai et de... Tu vois, où on entend que la personne a la gorge qui se serre quand elle partage le truc. Alors, il ne s'agit pas de s'épancher et de... Voilà, je ne vais pas pleurer ici, mais... Tu m'autorises à le faire. mais si ça me vient, je m'autoriserai. Tu t'autorises à pleurer devant les gens? C'est facile pour toi? Alors, ça dépend qui, quand même. Ça dépend qui. Je pense à Nicolas Aignan, tu vois, tu vois qui c'est, non? Ouais. De Libérer la bête, qu'on salue, et qui, lui, a une capacité à dévoiler ses émotions. Alors, effectivement, en particulier la tristesse et donc les larmes devant tout le monde. Il avait fait au micro de Mathieu Stéphanie, d'ailleurs, que je trouve... Moi, j'en suis incapable. Alors que j'ai beaucoup travaillé ce sujet de vulnérabilité, de montrer mes émotions, d'accepter la part de faiblesse, la part en tout cas de peut-être plus honteuse que j'ai en moi. Mais pleurer devant les gens, moi, c'est très difficile. Ouais. Alors moi, je pleure. Je suis pas obligée, tu vois. Mais... Je pleure assez facilement. Et en fait, moi, quand je préfère quand même pleurer seule ou juste avec. Je préfère pleurer seule. Mais je le vois vraiment comme une espèce de douche
de douche de santé mentale, tu vois. Et en fait, du coup, quand je sens que je vais pleurer et que je suis dans des conditions dans lesquelles je peux pleurer, je me laisse vraiment pleurer parce qu'en fait, je sais que ça fait vraiment du bien et ça permet de traverser de l'autre côté. Après, moi, les situations dans lesquelles je peux pleurer et où c'est le plus vulnérable, entre guillemets, c'est avec mon équipe. Mais il se trouve que comme c'est une entreprise de coaching, si tu veux, on parle presque que d'émotions. donc, faut pas qu'il y ait trop. Encore une fois, il ne s'agit pas que tout le monde vide son sac en permanence, mais les émotions. En fait, je crois que ce qui me gêne, c'est l'impudeur. Mais je pense qu'on peut pleurer avec une forme de dignité et de pudeur qui, du coup, est reçue comme. J'allais dire comme un cadeau, faut pas exagérer, mais je pense que la personne en face se dit ok, en fait il y a vraiment une sécurité dans la relation parce que sinon elle aurait bouclé, verrouillé ses larmes et là en fait elle me montre que c'est vraiment difficile, mais elle me demande pas de le porter pour elle, tu vois, je sais pas si... Oui, c'est la différence entre la drama queen qui va... Ouais, c'est ça. Qui va quasiment scénariser ses larmes et puis la mettre sur Instagram pour dire à quel point là là, la vie est dure. Et puis le fait, parce qu'on est avec des personnes de confiance, on s'autorise cette vulnérabilité, qui d'ailleurs, je sais même pas si on devrait appeler ça de la vulnérabilité, c'est de l'émotion en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Et je pense effectivement qu'en tant que dirigeant, ou en tout cas quand on est dans une situation avec une forme de pouvoir en fait, assez simplement, la question c'est est-ce que j'instrumentalise mes larmes, parce que c'est assez facile dans une situation de difficulté, tu te mets à pleurer, alors plus pour une femme que pour un homme, mais tu te mets à pleurer immédiatement, la personne en face, souvent ça enclenche un désir de protection ou de réconfort, etc. Et hop, ça me permet... je m'en sors. Voilà, je m'en sors parce que problème. Du coup on a vu, ah bah oui, mais machin, elle pleure, c'est très dur pour ça elle. Ça peut être de la manipulation de la part de dirigeants, j'ai vu ça. Ouais. Et donc ça, pour moi, ce serait tout à fait désaligné et pour moi, c'est impossible de faire ça. En revanche, m'autoriser de temps en temps à montrer aussi à mon équipe, parce que j'ai aussi un rôle un petit peu particulier dans mon entreprise, c'est que je suis le visage, je suis la porte-parole de la marque, que souvent nos lancements ou nos événements reposent sur le fait que moi, je vais aller au-devant de notre audience ou de nos clients et de nos clientes pour proposer quelque chose. Il y a une partie de création, etc. Donc, je suis un petit peu l'artiste sur scène. Mais je suis aussi la productrice en coulisses. Enfin, donc, il y a ces multiples casquettes et je pense que c'est pas mal que l'équipe, de temps en temps, se dise « Ok, c'est pas évident pour elle. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire pour être... tu vois, quand tu dis à poil et sans filet, c'est comment? Alors, elles ne vont pas nécessairement me tendre des vêtements, mais elles peuvent être le filet aussi. C'est aussi à ça que sert une équipe. Oui, bien sûr. C'est très joli ce que tu dis. Ça me fait penser à quelqu'un que je pourrais te faire rencontrer qui s'appelle Emery Duriez, qui est le fondateur d'une entreprise de coaching, n'importe quoi. C'est une ESN, plutôt. D'accord. Donc, c'est les entreprises de services du numérique. Mais il doit faire, tu vois, 25 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils sont plus de 250 en France et dans différents pays. Ils ont mis ça très très vite. C'est un ancien de la Sogé, lui. Donc, il a bossé pendant 15 ans dans un environnement, à l'époque d'ailleurs de Kerviel, dans un environnement, tu vois, très, très masculin, très resserré, très processé, dans lequel il est certainement interdit de montrer ses émotions. Et il faut juste rentrer dans les cases de la machine. Et aujourd'hui, il est parti à l'inverse. En plus, lui, il y a une histoire qui raconte à mon podcast d'enfance violentée, tu vois. Et donc... il a traversé, il s'est construit une carapace et puis après, depuis quelques années, il l'a brisé complètement et il a fait de cette entreprise dans un milieu qui est pareil. Les ESN, c'est quand même plutôt un peu les boucheries du service, tu vois, sur le plan du management. Et il fait ça, il fait des sessions notamment de closing chaque semaine avec son équipe et avec ses clients où chacun partage comment il s'est senti dans la collaboration, comment il s'est senti dans la semaine. Et il dit, mais très régulièrement, il me dit, ça fait longtemps que dans une de ces sessions, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pleuré, tu vois. Il encourage ça à fond, donc je pense qu'il doit aussi recueillir pas mal d'oiseaux blessés, peut-être, pour que les gens se lâchent, mais je trouve ça chouette, c'est bien, c'est important que le monde du travail s'ouvre à ça aussi, je pense. Oui, tout à fait. Et il faut toujours arriver à placer le curseur parce que une équipe, même une équipe dans une entreprise de coaching, c'est pas un programme de coaching, c'est pas un environnement de coaching. Donc en fait, il faut que chaque personne sache où est-ce que ma responsabilité émotionnelle, mes affaires émotionnelles, je vais les gérer en dehors de l'équipe. Il y a des choses que je vais apporter à l'équipe, mais il y a des choses que je vais gérer moi de mon côté parce que c'est pas à l'équipe ou à l'inverse, c'est pas à moi de porter tout le poids émotionnel de mon équipe parce que c'est too much. Et la colère?
qui est quelque chose, je trouve, une émotion qui est très refoulée en entreprise aussi. Les larmes, on en a parlé. Oui, alors chez les la femmes, colère, chez les femmes, c'est big aussi time. La colère totalement pas autorisée chez les femmes en particulier. Pourquoi tu dis ça? Ah bah parce que l'expression, c'est quelque chose qui est théorisé, c'est que l'expression de la colère chez les petites filles est beaucoup plus réprimée que l'expression de la colère chez les petits garçons. Un petit garçon qui crie, qui s'énerve, qui se fâche, on se dit ouais vas-y. Une petite fille, c'est oh t'es pas belle quand t'es en colère, tu vois. Et donc, on est beaucoup plus dans un truc de... Alors, c'est souvent, du coup, de la colère qui est retournée vers soi-même, et donc ça devient de la honte, tu vois. Écoute, je pense que dans les mécanismes de people pleasing, en fait, souvent, la tentative d'apaisement ou d'aller dans le sens de l'autre, c'est justement un des moments où on a l'impression que l'expression d'une forme de colère ou d'hostilité est pas possible. Et donc, effectivement, ça nécessite, pour se libérer de ça, ça nécessite d'entendre la partie de soi qui a eu l'impression que des limites étaient dépassées ou qu'on nous demandait trop, etc. Mais moi, je suis d'avis que la colère, il lui faut une place, mais qu'elle n'est pas entre... qu'il faut pas l'exprimer à la personne qui est en face, mais qu'il faut en faire son affaire par ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Non, justement, c'est intéressant qu'on rentre dedans. C'est-à-dire que toi, tu considères que... Alors, j'ai bien entendu ce côté, effectivement, people pleasing qui peut conduire certains managers à protéger. D'ailleurs, il y a une phrase moi, que j'aime beaucoup, il dit « Quand je te protège, je te limite. » Oui. Parce que souvent, c'est que tu dis pas les choses à ton équipe. Et donc, du coup, ça les empêche de progresser. Oui. Donc, en voulant préserver la paix, en fait, tu prépares la guerre pour plus tard. Parce que le problème va toujours ressurgir. Mais, du coup, c'est effectivement une façon d'éviter le problème. Donc, est-ce que toi, tu considères qu'il faut ne pas du tout exprimer de colère vis-à-vis de son équipe, ou est-ce que c'est plutôt que tu dis il faut toujours prendre le temps un peu de l'apaisement, comment on dit, respirer un bon coup, ouais, pour avoir une demande constructive? En fait, c'est un peu ça, pour le dire d'une façon un peu différente. Pour moi, le ressenti de colère, c'est un signal. C'est un signal que mon corps m'envoie pour me dire attention, il y a une de tes limites qui a été dépassée, et donc là, il faut dire stop. Le problème de ça, c'est que ce signal-là, si j'agis sous le coup de ce signal, ça va sortir d'une façon hostile, agressive, et je veux dire, schématiquement, je vais fortement repousser la personne pour qu'elle ressorte pour qu'elle retourne du bon côté de la limite. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que l'autre personne va se sentir de façon tout à fait pertinente attaquée. Et donc, elle-même va avoir soit un réflexe de combat en retour, soit va fuir, soit... voilà. Et après, on se retrouve dans un espèce de truc primitif où c'est un système nerveux qui répond à l'autre système nerveux, et le cortex préfrontal de tout le monde est hors ligne. Donc, on n'avance pas. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à détecter ce signal de colère, en se disant, OK, qu'est-ce qui s'est passé là qui fait que je me sens en danger ou menacée? Quelle est la limite qui a été franchie? Faire retomber la colère, mais ensuite avoir la discussion au sujet de, voilà, quand il se passe ça, ça ne me convient pas parce que mon attente, c'est ça, la limite, c'est ça, et donc si ça se reproduit, voilà ce qui va se passer, etc. Mais avoir cette conversation-là, pas sous le coup de la colère et pas animée par la colère, mais animée par... voilà, plus, OK, remettons-nous dans le cadre de notre collaboration, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK, et voilà, et c'est à prendre ou à laisser. Mais, c'est la base de la CNV, d'ailleurs, la communication non violente. Ouais. C'est d'abord de comprendre quel est son besoin derrière l'émotion, et ensuite d'en formuler une demande claire, tout en d'ailleurs en partageant l'émotion dans laquelle on s'est senti pour pouvoir connecter à l'autre, pour pouvoir lui permettre de se mettre un peu dans ses baskets, quoi. Est-ce que tu te souviens d'une fois, récente ou pas, hein, où tu t'es senti très en colère? Plutôt en tant que dirigeante, mais peut-être pas que, hein, tu vois, avec tes enfants, avec un ami, je ne sais pas. Moi, ça peut être... Non, mais c'est sur des trucs débiles. Mais je suis assez sensible à quand j'ai l'impression qu'on a pris mes affaires et qu'on n'en a pas pris soin. Et qu'ensuite, on n'a pas pris la responsabilité de ne pas avoir bien pris soin de mes affaires. Ça me met en colère. Et ça active un peu des trucs. Moi, j'avais une grande sœur, et donc du coup, il pouvait pas arriver qu'elle utilise mes affaires, qu'elle en prenne pas soin, et que comme c'était la grande, voilà, elle avait pas nécessairement besoin de prendre la responsabilité du truc parce que c'était la plus grande et la plus forte. Ouais. Voilà. Mais je sais aussi que quand il se passe ça, et ça peut arriver dans mon cercle familial parce que je vis avec un mari et deux enfants, en fait, je me dis toujours, alors déjà, je me dis, notre relation est plus grande que ça.
C'est-à-dire qu'en fait, le truc de mon machin qu'on m'a emprunté et qu'on m'a rendu et que le truc il est cassé ou il est perdu, etc. Et en fait, je me dis toujours, c'est le signe que par ailleurs, il y a... c'est le signe qu'il y a des besoins auxquels je ne réponds pas par ailleurs. Et souvent, quand je regarde, c'est parce que je suis allée au-delà de ma capacité, que je me suis rendue disponible pour des choses pour lesquelles je n'étais pas vraiment disponible, que je suis fatiguée, que je suis irritable pour cette raison, etc. Et donc, en fait, encore une fois, c'est un peu les chiffons rouges. Tu vois, ça se cristallise sur un truc, mais moi, je préfère regarder dans son ensemble. Comme moi, mes relations familiales, elles sont très heureuse et harmonieuse par ailleurs, je me dis en fait ce truc là qui a été perdu, on s'en fiche quoi, c'est pas ça la question. Je comprends. J'en reviens un petit peu à toi aussi, tu vois, qu'est-ce qui a déclenché cette envie, parce que c'est quand même c'est marrant quand je lisais ton site, tu vois, donc je lisais que à 35 ans effectivement tu avais déjà ton mari avec qui tu es toujours aujourd'hui, hein, si j'ai bien compris, donc ça fait très longtemps. Ça va faire 29 ans cette année. Waouh, félicitations, parce que dans un monde où tout le monde divorce au bout de 3 ans à Paris, nous on s'est mariés au bout de 20 ans. Mariage heureux, mariage plus vieux, mariage heureux. Oui, alors on s'est mariés, mariage en décembre, mais en fait on s'est mariés 20 ans jour pour jour après notre premier rendez-vous. On a été 20 ans ensemble, on s'est mariés au bout de 20 ans, puis là ça fait 9 ans du coup qu'on est mariés. Plus vieux dans le sens PLUS. Ah oui, plus vieux, ouais. C'est ça que ça veut dire, c'est pas plus vieux sous la pluie. D'accord, ok. Ah oui, je t'apprends peut-être un peu sur l'expression, mais... Oui, alors on s'est mariés plus vieux, mais on s'est mis ensemble à 17 ans, alors je sais pas de quel côté on tombe, mais enfin on est heureux. Oui, bien sûr. Non, mais moi avec ma conjointe, on n'est pas mariés, on a des enfants, et je pense qu'on se mariera peut-être plus tard, et je trouve ça très bien, parce qu'en plus, t'as plus d'argent. On a fait un petit mariage, mais c'était sympa que les enfants soient dans nos bras à la mairie, c'était chouette. C'est génial. Donc voilà, en tout cas, tu vois, tu dis toi-même dans ce site, à 35 ans, tu es blogueuse culinaire, donc tu es créative. Un métier où en plus tu es indépendante, ce que beaucoup de gens rêvent de faire aujourd'hui, mais tu l'as fait avant tout le monde un peu. Tu as déjà ton mari, tu as tes enfants. Pourtant, tu te dis que tu te sens pas aligné, tu vois. Alors, comment c'est possible, tu vois, quand tu as objectivement... parce que parfois, ce que j'ai remarqué dans les gens qui font de l'accompagnement, c'est que parfois, ils ont des parcours de vie carrément chaotiques, tu vois, ou avoir des enfants... on a été enfants battus, on a été enfants... on a eu un énorme burn-out professionnel, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Tu vois, toi, est-ce qu'il y a eu un événement comme ça très marquant, ou est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce qui explique ce fait que tu t'es lancé un jour, tu t'es dit non, j'arrête d'être blogueuse, je veux consacrer ma vie à aider des gens à changer de vie. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été très sensible, donc j'ai toujours beaucoup ressenti mes émotions et j'ai toujours été très exigeante envers moi-même avec clairement un profil perfectionniste. Et en fait, ça a tenu pendant assez longtemps jusqu'à ce que j'ai des enfants. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu un enfant puis deux, le premier enfant a été la marche la plus haute, mais le deuxième est venu se surajouter. Alors même que je voulais des enfants, en fait, je me suis rendu compte j'ai vite atteint mes limites dans à la fois ma gestion de mes émotions, parce que c'est quand même ma gestion de mes émotions, ma gestion de mon énergie, parce que j'ai globalement besoin de pas mal de sommeil. Et alors, avec un enfant puis deux, c'était l'enfer. Le manque de sommeil crée une plus grande sensibilité, une plus grande irritabilité. Et alors même que j'étais très exigeante envers moi-même, évidemment, les injonctions de parentalité, de perfection parentale, je les ai emportées avec moi. Voilà. Et donc, en fait, je croulais sous à la fois le poids de mes émotions, le poids de la fatigue et le poids de toutes les injonctions auxquelles je me soumettais moi-même. Alors, elles ne venaient pas de moi, hein, mais que j'avais internalisées. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça m'a sauté aux yeux, parce que justement, j'étais arrivée au stade de ma vie où j'avais tout ce que j'avais voulu, je l'avais eu. Et en fait, je me disais, et comment ça se fait que je me sens pas plus heureuse, mais plutôt moins ? Comment ça se fait que globalement tout me pèse, que j'arrive à prendre du plaisir dans rien, et que en fait mon fantasme c'est d'aller faire une retraite silencieuse dans un monastère, tu vois. Et en fait, il se trouve, un peu par hasard, j'ai découvert, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts américains, parce que donc, comme j'avais vécu aux États-Unis et que je travaillais beaucoup avec les États-Unis, quand le podcast natif américain s'est développé, moi j'écoutais, enfin je m'y suis mise à ce moment-là. Et de fil en aiguille, j'ai découvert des podcasts de développement personnel et de coaching à l'américaine. Tony Robbins. Alors non, moi c'était, donc il y avait une femme qui s'appelle Jess Lively. Et puis il y avait Brooke Castillo, et c'est dans l'école de Brooke Castillo dans l'école de coaching de Brooke Castillo que je me suis formée. Mais il y avait beaucoup de podcasts d'entretien, de développement personnel, etc. Et en fait, j'ai découvert
des notions sur comment fonctionnent les émotions, comment fonctionnent les pensées, etc., qui sont aujourd'hui beaucoup plus largement diffusées. Mais à l'époque, en 2014-2015, personne n'en parlait en France. Voilà, c'était vraiment dans quelques rayons de la Fnac ésotérique. Et en fait, quand j'ai eu ces clés de compréhension de moi-même, j'ai vraiment eu l'impression que le brouillard se levait et que d'un coup, enfin, je comprenais pourquoi je me sentais comme ça. Et ça a fait une telle différence dans la façon dont je me sentais. C'est-à-dire, j'ai pas changé ma vie à l'extérieur, mais j'ai complètement changé ma vie à l'intérieur. Et ça a vraiment tout changé. J'ai commencé à en parler autour de moi. Je me suis rendu compte que ça parlait énormément à des personnes qui traversaient sensiblement les mêmes choses que moi. Et que, en une conversation avec des gens, parfois, je sentais que ça faisait un vrai déclic. Les gens m'envoyaient des amis ou des connaissances. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment utile. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. Et il y a un truc aussi que je trouve difficile, c'est que... Mais tu as l'air de t'être affranchi du regard des autres. Alors, je sais pas, parce que d'un autre côté, tu te définis toi même comme people pleaser. Je te vois rigoler. Mais de mon point de vue, le fait d'être devenu, tu vois, très vite... Alors, quitter Dauphine, déjà, pour être blogueuse culinaire, alors que tu as un métier d'ingénieur. En plus, tu as fait ça pendant 15 ans, donc tu pourras nous en dire plus un petit peu sur pourquoi tu as fait ça et à quoi ça ressemblait. Mais... Donc, tu as fait ça dans un moment où tout le monde était plutôt, en sortant de Dauphine, je suppose, salarié dans un grand groupe, ou voilà, j'imagine. Et après ça, tu quittes carrément ce monde il y a plus de 8 ans pour te lancer dans le coaching de vie. Métier qui, en France, je pense, pour beaucoup, sonne comme arnaqueur ou comme blogueuse, quoi. Ouais. C'est-à-dire blogueuse ou coach. Voilà, blogueuse ou coach, voilà. Et encore aujourd'hui, moins bien qu'ingénieur, ça c'est sûr. Moins bien qu'ingénieur. Et tu le fais quand même. Donc tu dis que t'es people pleaser. D'un autre côté, je trouve que t'as visiblement à l'aise pour aller contre. Est-ce que t'as eu des remarques? Est-ce que t'as senti dans le regard des gens, en fait, Clotilde, mais qu'est-ce qu'elle fout cette meuf? Elle est complètement perchée? Ou est-ce que tu vois Alors, il se trouve que j'ai, en fait, ça c'est vrai que j'ai pas eu trop cette peur-là. Alors déjà parce que je sentais à l'intérieur de moi que en fait c'était pas négociable. C'est-à-dire c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et à chaque fois, c'était aussi parce qu'il y avait une sorte de perte de vitesse, enfin pas perte de vitesse, mais perte d'intérêt ou de passion pour le chapitre précédent qui m'a donné envie de lancer autre chose. Et qu'en fait, à chaque fois, j'ai été tellement portée par la passion et l'enthousiasme que je ressentais pour mon sujet que dans les deux cas, donc aussi bien d'ingénieur à autrice culinaire et d'autrice culinaire à coach de vie, en fait, je me disais, alors déjà, je vais mourir à l'intérieur si je le fais pas. Donc ça, c'est la première chose. J'adore cette expression. Je vais mourir à l'intérieur. J'adore. Et d'autre part, dans les deux cas, j'ai quand même conduit les transitions en biseau. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai un peu, lancé quelques lignes dans le lac là pour voir si ça prenait. Donc, par exemple, le blog de cuisine, je l'ai lancé alors que j'étais encore ingénieure. Le podcast, je l'ai lancé alors que j'étais encore autrice. L'idée, c'était de tester un petit peu l'appétence des gens, mon intérêt soutenu ou pas pour mon sujet. Et c'est une fois que j'étais suffisamment en confiance, une fois que j'avais lancé quelques projets qui étaient rémunérateurs, que je me suis dit, OK, on y va. Avec quand même le bagage en termes de connaissances et de compétences pour me dire, au pire, je fais machine arrière. C'est-à-dire, au pire, quand j'étais ingénieure en informatique, je lâchais mon boulot, c'est pas grave. 6 mois, je retrouvais autre chose. Aujourd'hui, ce serait un petit peu différent parce que mes connaissances en Java sont moins attractives aujourd'hui. Je ne sais même pas si Java c'est encore attractif d'ailleurs. c'est ça. Mais j'ai des enfants qui codent en Python, donc ils pourront m'apprendre. Mais voilà, à chaque fois, c'était comme j'ai pas tout lâché pour. Non, alors ça, là, tu parles plutôt d'un point de vue presque financier, tu vois, c'est-à-dire ah oui, c'est vrai, t'as raison. Plutôt, moi, je te parlais même du regard des autres, parce que tu vois, je trouve ça difficile. Oui. Moi, par exemple, quand je me suis lancé à faire un podcast où je me dis, il y a toujours un peu alors que je fais pas un sujet non plus, mais je fais quand même un sujet sur la vulnérabilité du dirigeant. Je me suis dit, voilà, comment les gens vont vous regarder, vont se dire, voilà, mais il se prend pour qui celui-là à faire devenir créateur de contenu. Tu vois, en fait, je pense que j'ai répondu à ta question quand même, parce qu'en fait, pour moi, il y a le côté, en fait, si ce que je fais, ça m'intéresse et que ça me fait gagner de l'argent, l'opinion des gens, à la rigueur, pour moi, c'est peut-être, je m'aperçois que c'est une construction que j'ai, c'est que à partir du moment où ça fonctionne, l'opinion des autres est hors sujet.
C'est plus si ça fonctionne pas qu'on peut être vulnérable à la possibilité que quelqu'un te dise mais enfin franchement t'es sûr parce que là tu vois qui est-ce qui va payer le loyer, tu vois. Alors que là moi dans mon idée tu mènes ta barque, ça fonctionne, tu sais où tu vas, voilà, les chiens aboient, la caravane passe. Mais écoute, ça je pense que c'est t'as de la chance que ce soit pas une croyance limitante à déconstruire, comme on dit dans le wording, dans les phrasés des coachs. Ouais. C'est une chance. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, je suis sûr parce que je vois beaucoup de dirigeants autour de moi, y compris ceux qui finissent en burn-out en général, c'est ça, qui se sont interdits un paquet de trucs, qui se sont concentrés sur à cause du syndrome du bon élève, c'est-à-dire il faut que je fasse une boîte avec beaucoup de salariés, faire beaucoup de chiffres d'affaires, moi-même m'occuper de la gestion de l'entreprise, travailler beaucoup sur les finances, voir le commercial, alors qu'en fait au fond c'est peut-être des grands créatifs ou c'est seulement des lanceurs de projets mais ils sont certainement pas bons pour les structurer, en tout cas c'est pas du tout leur énergie, tu vois, et qui du coup mettent du temps à bouger. Tu vois, Mathieu Stéphanie que tu as écouté, c'est ça en fait, il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était pas du tout fait pour lui d'être dirigé une centaine de salariés, il était nul en management, il déteste ça, et en fait c'est le fait de redevenir sur la création qu'il a animé, mais ça a pris du temps quand même de faire ce mouvement. T'as de la chance. Et je pense que la partie qui est aussi une chance, parce que à part mon mari, j'ai rien fait pour le construire, c'est que j'ai des parents, une sœur et un mari qui ont toujours été très soutenants, c'est-à-dire qui ont toujours beaucoup exprimé une forme d'admiration qui parfois est difficile à... Enfin, qui a un revers, c'est que du coup, il faut soutenir l'admiration. Enfin, je veux dire, quand tu comptes sur l'admiration des gens, il faut continuer à la mériter, donc il ne faut pas trop se planter. Mais voilà, j'ai par exemple une grande sœur qui, aujourd'hui, voilà, quoi que je fasse, elle me dit « mais c'est génial ce que tu fais, oh là là, je suis trop fière de toi ». Et ça, quand même, ça porte. Et mon mari aussi, voilà, est mon premier soutien, en plus, aux premières loges du 50-50 de la réalité de ces choses-là. Et ça, c'est vrai que ça ne s'achète pas, mais ça vaut beaucoup. L'importance de l'entourage, t'en as pas même parlé, t'en as même une formation, je crois. Et justement, toi, de quoi tu es la plus fière sur toutes ces aventures professionnelles ? Écoute, alors je ne sais pas si c'est ce dont je suis la plus fière ou si c'est ce pourquoi j'ai le plus de gratitude, mais c'est... je ne sais pas si tu connais l'expression en anglais « to be humbled ». En fait, c'est une forme de gratitude qui te fait te sentir humble. Je sais pas comment le traduire exactement en français, mais je vois l'expression en anglais, mais j'ai du mal à la reconnecter à. Oui, en fait, ce qui me rend la plus fière, mais c'est une fierté humble. Voilà, c'est ça. C'est une forme de fierté humble, et on n'a pas vraiment de mot en français, ce qui est intéressant d'ailleurs. Ça s'appelle la fausse modestie en français. Ouais, c'est ça, mais c'est le revers de ça, parce que là, c'est pas faux, c'est sincère. C'est l'expression de personnes qui écoutent mon podcast ou qui sont accompagnées dans nos programmes et qui expriment en fait la façon dont ça a touché leur vie. Et par exemple, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un message qui m'a infiniment touchée, mais vraiment ça m'a fait quelque chose. J'ai un épisode qui s'appelle La lumière reviendra. Et c'est un antidote au coup de blues que j'ai enregistré alors que moi-même je traversais un gros coup de blues, et je m'étais écrit ce que j'aurais besoin de m'entendre dire, et ensuite j'en ai fait un épisode que j'ai enregistré. Et on a reçu il n'y a pas très longtemps un message d'une personne qui disait qu'elle traversait des épisodes dépressifs avec de temps en temps des idées suicidaires, et que cet épisode-là l'avait sauvée plusieurs fois. Et en fait, je me suis dit... tu vois, moi, je suis là, je me souviens, j'ai enregistré cet épisode dans ma chambre avec mon micro et tout. Et en fait, me dire des mots que moi, je me suis dit, que j'ai enregistrés dans un micro, que j'ai diffusé sur un truc et qui arrive quelque part chez quelqu'un qui écoute cet épisode plusieurs fois et qui est encore en vie aujourd'hui parce que cet épisode-là, il existe. Alors, si c'était pas ça, peut-être ce serait autre chose, mais... Et sans aller jusque cet exemple qui est vraiment touchant pour moi, c'est le nombre de personnes qui m'arrêtent dans la rue, qui m'envoient un message et qui me disent ça m'a énormément aidé. En fait, je me dis je peux mourir aujourd'hui. Je me dis au moins ma présence sur la Terre a eu un impact positif sur la vie d'un certain nombre de personnes. Et en fait, pour moi, il n'y a pas plus... c'est ça le sens de ce que je fais. C'est fort et c'est très touchant. Et je pense que c'est là qu'on reconnaît la sincérité de l'intention, parce que
David Laroche m'avait fait la même réponse quand je lui avais Ah oui. demandé, tu vois. Il m'a fait la même réponse. Il m'a dit, franchement, je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est les messages des gens qui ont participé à mes webinaires, à mes séminaires, et qui ont bouleversé leur vie, ou qui sont remis d'un deuil, sont remis un gros échec professionnel. Et il m'a dit, ouais, c'est ça qui touche le Ouais. plus. Et en fait, je crois que ce qui est vraiment, ce qui justement est ce truc humble, c'est qu'en fait, quand je le fais, j'ai pas l'impression de faire un truc. Je me dis pas, ah tiens, je vais sauver la vie des gens aujourd'hui. J'essaye de faire quelque chose qui soit. En fait, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est petit, parce qu'en fait, c'est un empilement de petits cailloux, ce que je fais. Et finalement, ce qui me rend fière, c'est de temps en temps alors, faut pas que je me recule trop du micro, mais de faire quelques pas de recul et de voir qu'en fait, l'empilement de ces petits cailloux sur les 8 dernières années, en fait, ça a construit quelque chose qui est utile aux gens, qui vit même quand je ne suis pas activement en train de... Enfin, voilà, avoir construit quelque chose... 40 millions de personnes qui ont écouté Alors, c'est 40 millions d'écoutes, donc il y en a qui écoutent plusieurs donc, tu as raison. plusieurs épisodes. Mais même, ça fera quand même plusieurs millions. Oui. Ouais. C'est énorme, tu vois, comme c'est énorme, 1 million, Larmina, comme tu sais, 717, mais c'est incroyable de te dire que tu as touché autant de gens, tu vois, et que même, et puis les milliers de personnes que vous avez accompagnées, c'est sûr que non, mais c'est incroyable. Et à l'inverse, parce que j'ai bien posé cette question aussi, de quoi tu es la moins fière? Alors, c'est pas vraiment qu'il y a quelque chose dont je sois pas fière ou honteuse, mais en fait, parce que j'ai un regard perfectionniste sur tout ce que je fais, je ne peux pas m'empêcher de voir l'imperfection, c'est-à-dire le gap entre la version idéale de ce que je voulais faire et ce que j'arrive à faire parce que je suis un humain avec des limites et voilà. Et donc voilà, c'est pas que j'en sois pas fière, mais c'est pour ça que je n'arrive pas à... Je ne suis pas quelqu'un qui vit perpétuellement sur cette espèce de nuage de fierté. C'est parce que j'ai conscience qu'il y a des choses que j'aimerais qu'on fasse mieux, qu'on pousse plus loin, qu'on soit toujours au plus juste, plus dans l'essence, et c'est notamment pour ça que je veux continuer. C'est parce que je pense que chaque mois, chaque année, on est dans quelque chose de plus essentiel. Au lieu de faire plus, on essaye de faire moins, mais plus juste. Plus juste. Et tu arrives à naviguer en tout cas à t'équilibrer entre la satisfaction et l'exigence. C'est un problème de beaucoup de dirigeants d'entreprise aussi, je trouve. Il y en a tellement qui sont... Ou des fois à qui je demande mais de quoi tu vas faire et qui n'arrivent pas à me répondre, qui me disent non mais moi je suis jamais fier, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez, que c'est pas assez bien, que c'est pas suffisant. En fait, moi ce que j'essaye de faire plutôt, c'est d'être dans une forme de paix avec cette disposition d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis par essence, quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un idéal et qui poursuit un idéal, et à partir du moment où tu poursuis un idéal, il est par définition inatteignable, et donc en fait il faut être en paix avec le fait que la ligne d'horizon ne cesse de reculer, mais je pense aussi que c'est cette insatisfaction qui est motrice. Donc en fait il faut pas se martyriser, il faut arriver à la dompter pour pas qu'elle nous pousse justement à une forme d'épuisement, mais c'est l'insatisfaction qui fait qu'on se repose pas sur nos lauriers et qu'on et qu'on laisse pas le truc pépère en rythme de croisière. Ouais, mais c'est important d'arriver à faire les deux, je trouve. Parce que savoir tu te fais de temps en temps des petites sessions où tu te dis autocongratulation que toi sois toute seule ou avec ton équipe, tu vois. Non, c'est mon mari qui me dit, là l'autre jour on discutait et puis il me dit mais t'as eu quand même beaucoup de wins en ce moment. Et je me dis écoute, ouais c'est vrai, merci de me le dire parce que c'était pas du tout là-dessus que j'avais porté mon attention. Bien sûr. donc ouais, je pense que c'est l'entourage et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de cultiver plus pour l'équipe justement. Mais fondamentalement, tu sais, c'est un pli qui est pas vraiment mon pli naturel, quoi. Ouais, je comprends. C'est comme les chariots, tu sais, qui dévient à gauche là, à l'hypermarché. Oui, tu as tendance à dévier vers l'insatisfaction et il faut que tu te remettes sur la voie de le truc, mais naturellement, le chariot est dévié. C'est Naval Ravikant qui dit
il faut pas. Enfin, en tout cas, le secret du bonheur, c'est de supprimer ses désirs, quoi. Enfin, c'est Naval Ravikant, c'est les stoïques qui disent ça aussi beaucoup, tu vois. Et on est autant heureux à ne pas désirer quelque chose qu'on n'a pas qu'à obtenir durement quelque chose qu'on a désiré, quoi, quelque part, tu vois. Bref, après, c'est le petit interlude pseudo-philosophique. Je voudrais bien terminer aussi sur ce marché dans lequel tu es, qui est celui de l'infoprenariat. Oui. Où tu vois, à l'extrême, effectivement, il y a des... ce qu'on appelle un peu les influ-voleurs, tu vois, qui sont là depuis souvent Dubaï ou alors Bali à faire des... Comment t'appelles ça, les influ-voleurs? Les influ-voleurs, ouais. Ah d'accord, ok, je connaissais pas l'expression. C'est le terme consacré. Tu sais, qui vont vendre des formations. Alors parfois, c'est des trucs en finance ou alors... ou ça peut être aussi du coaching, mais des choses où parfois il y a une forme d'emprise. Tu vois, il y a des gens qui... moi, j'en connais parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a été... Alors, je sais plus comment il s'appelle, le gars, mais qui, en fait, il leur faisait repayer, tu vois, tout le temps. Ça devenait quasiment une forme de secte. Il y a des documentaires Netflix là-dessus. C'est ça, c'est terrible. Là où pour moi, Taurine Rubin, j'ai l'impression, ça s'appelle I'm Not Your Guru d'ailleurs. Il est très fort, hein, parce que moi, ce reportage m'a fait chialer quand il parle à cette. Je sais pas si tu l'as vu, I'm Not Your Guru, quand il parle à cette brésilienne qui a une vie mais horrible, tu sais, qui a vécu dans un espèce de secte où elle s'est fait violer malheureusement de multiples fois et où il lui fait raconter ça, où elle vient à un moment donné où effectivement elle a des pulsions suicidaires, mais c'est d'une puissance devant des milliers de personnes. C'est fou, enfin, c'est complètement fou. Comment est-ce que tu places le curseur, toi, entre l'influ-voleur et la personne qui vend de la formation en ligne notamment, mais qui apporte de la vraie valeur? En fait, c'est drôle parce que moi j'ai l'impression de ne pas appartenir au même monde que... alors j'ai peut-être une vision un peu bisounours de mon domaine, mais ce que je vois moi dans mon environnement et dans mon réseau, ce sont essentiellement, voire exclusivement, des personnes qui ont vraiment des choses... Alors, il se trouve que je fais partie de Mastermind, etc., où il se trouve que les personnes qui y sont des personnes qui sont honnêtes et qui sont animées par une vraie mission, mais que ce sont globalement des personnes qui ont une envie de transmission et de partage et qui ont construit une activité autour de ça, ce qui me paraît pas être du vol. Néanmoins, j'ai connaissance aussi de gens qui sont des arnaqueurs. Je pense aussi qu'il y en a dans tous les corps de métier. C'est-à-dire que c'est pas que dans ce qui est en ligne, qu'on peut avoir un plombier qui est un voleur, un assureur qui est un voleur, même un ingénieur qui fait comme s'il travaillait puis en fait il fait rien. Enfin voilà, je pense qu'il y a des voleurs partout. Mais pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a une chose qui est quel est le lien de confiance qu'on a construit avant la transaction, et qu'en fait, pour moi, il est quand même difficile de faire semblant d'être quelqu'un de bien pendant longtemps et de façon répétée et constante. Et donc, j'aurais tendance à dire, s'il faut choisir à qui faire confiance, on peut regarder un petit peu le track record en bon français, depuis combien de temps la personne est sur le marché, depuis combien de temps est-ce qu'elle fait les choses, est-ce que c'est tous les 3 mois un truc nouveau, une niche nouvelle, un produit nouveau, là, c'est un petit peu méfiance. Et d'autre part, nous, ce à quoi on s'attelle vraiment, et on essaye d'être clair, mais c'est pas toujours facile de l'expliquer, c'est qu'en fait, est-ce que ce qui est proposé a pour objectif d'autonomiser la personne, ou est-ce qu'elle a pour objectif de créer un nouveau besoin auquel on pourra vendre le truc d'après et le truc encore d'après et le truc encore d'après? De très juste, ouais. C'est un très bon critère, je trouve, en effet. Ouais. Et j'ai conscience que c'est difficile, vu de l'extérieur, de le percevoir, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour l'autonomisation des gens. Alors, l'autonomisation, et aussi, est-ce que c'est un système où la personne qui est, par exemple, le visage ou le porte-parole, est-ce que c'est quelqu'un qui se met sur un piédestal et qui se met dans une posture de « moi je sais, moi je maîtrise, vous ne savez rien, sans moi vous n'êtes rien ». Et donc, il va nécessairement y avoir un rapport de pouvoir qui va être déséquilibré, ou est-ce que c'est quelque chose de plus horizontal en termes
en termes d'indépendance d'esprit, d'agentivité sur nos propres décisions et sur notre propre vie. Et moi, tous les trucs où je sens qu'il y a une espèce de gourouification voilà, il va falloir rentrer dans un univers, il va falloir abandonner mon système de valeurs pour épouser ton système de valeurs, je me dis, ouh là là, voilà. Donc je pense que c'est quelques critères voilà. Et ensuite, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, quand on vous fait des promesses voilà, qui vous semblent trop belles pour être vraies, spoiler, c'est sans doute effectivement que c'est trop beau pour être vrai. Mais voilà, je pense que... Ouais, j'aime bien tes critères sur le fait de... parce que tout part de l'intention, en effet, quand tu es coach, tout part de l'intention. Tu peux aider les gens en essayant de créer de la dépendance, tu peux les aider en essayant de te mettre en position de supériorité, ou tu peux essayer de les autonomiser, tu peux essayer de te mettre à part égale et d'être juste là pour les pousser, de leur donner un petit coup de main vers l'avant. C'est très différent, c'est une question d'intention. Mais c'est une bonne réponse à la fois, je pense, pour des gens qui parfois peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité et d'être un peu sous emprise par certaines personnes. Ou à l'inverse parfois surtout chez les ingénieurs dans la tech qui vont se dire le coaching de vie, oui bullshit, mais moi je trouve que c'est excellent et comme réponse. Et qu'est-ce que j'allais dire, toi tu te fais coacher encore régulièrement? Oui, tout le temps, impérativement, ouais. Oui. Parce que ça, je trouve que c'est difficile, tu vois. Ça m'est extrêmement utile. C'est difficile de savoir. Moi, ma façon de le faire, c'est par exemple, je le fais. Alors, le coaching, je le fais au besoin. Quand je traverse une épreuve, que je veux cranter sur quelque chose, je prends un coaching, tu vois. La psy, je fais ça un peu en continu. Sachant que d'ailleurs, j'ai déjà changé 3 fois de psy. Et je me dis des fois, tu vois, j'ai un peu peur de cet effet béquille, tu vois, avoir presque un peu toujours besoin de la psy. Je sais pas comment tu vois ce truc-là, toi, ce côté dépendance à, justement, dépendance au coaching, dépendance à la Alors, moi, en fait, je trouve que ça dépend un petit peu de ce qu'on se propose de faire dans sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'étais dans une situation dans laquelle je ne cherchais pas spécialement à déployer des projets, à développer une entreprise, à aller chercher des expériences ou des succès que je n'ai jamais... Voilà. Si j'étais plus dans une forme de maintenance de l'existant, je pense que je n'ai pas besoin d'être coachée. Parce qu'en fait, je suis dans une zone de sécurité dans mes acquis, et à ce moment-là, je sais faire. La question, c'est... Comme moi, ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est d'essayer d'aller plus loin, de me développer moi, en développant un projet, pas nécessairement en rendant le truc énorme, mais en avançant, et donc en dépassant certaines limites que j'ai, en fait, je vais quand même beaucoup plus vite, et c'est aussi beaucoup plus intéressant de le faire avec un soutien sous la forme, alors moi plutôt du coaching que de la psychothérapie, mais voilà. Et par ailleurs, moi c'est un truc, j'aime tellement ça qu'en fait je vois pas pourquoi j'essaierais de m'en priver. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse, et je pense aussi que on est dans un monde où je trouve que la dureté, la solitude, l'anxiété ambiante en termes géopolitiques, environnementales, de santé, d'afflux d'informations, la menace de l'IA, etc. Nos parents, oui, il y avait la crise, etc. Mais c'était quand même autre chose. Le contexte, c'était peut-être plus cool, parce qu'effectivement, la génération des boomers, entre guillemets, c'est une génération où il y a du plein emploi, où c'est 6 Sex and Son après mai 68. Il y a eu beaucoup de libération, et en fin de compte, mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement il n'y avait pas ce travail, surtout dans la société occidentale, de ce travail sur soi. Comment tu qualifierais cette révolution, moi j'aurais presque tendance à dire cette nouvelle hygiène, tu vois, comme on a appris à se brosser les dents en 1900, c'était pas évident, j'imagine. Maintenant c'est évident de se brosser les dents, tu vois. Aujourd'hui c'est évident de se faire coacher. Moi, alors ça ne l'est manifestement pas, parce qu'il y a encore plein de gens qui sont pas coachés, mais je pense vraiment que tout le monde bénéficierait d'un espace, au moins ponctuellement, pour déposer des choses, être écouté de façon neutre, avoir un regard extérieur qui permet de trouver la juste perspective,
s'entendre, enfin, tu sais, c'est cette expression de l'intérieur du bocal, on n'arrive pas à lire l'étiquette, tu vois. C'est cette écoute neutre et investie qu'apporte le coaching ou qu'apporte aussi une bonne psychothérapie. Je pense sincèrement que tout le monde peut en bénéficier. Est-ce que tout le monde en ressent le besoin? Pas nécessairement, mais moi je suis pour normaliser ça, pour qu'il n'y ait plus le côté non mais c'est bon, voilà, c'est pour les faibles ou c'est pour les fous ou moi je m'en sors très bien tout seul, comme si c'était comme s'il allait y avoir une médaille de ok super, t'as vécu ta vie à souffrir en silence et à faire comme si tout allait bien, génial, médaille d'or. Ouais, c'est quoi l'outil de développement personnel ou de coaching que tu t'appliques à toi-même et que tu utilises le plus souvent? Tu vois, qui te vient en tête? L'écriture, ouais. Tous les matins, j'écris. Donc, ça peut être soit... moi, j'ai plusieurs... on a plusieurs modalités qu'on propose en coaching, mais qui sont très simples. C'est soit le flot de pensée, donc c'est juste... j'écris juste ce qui me passe par la tête et c'est pas dirigé. Moi, à titre personnel, c'est plutôt un flot de pensée dirigé, c'est-à-dire j'ai des questions, j'ai un épisode de Change ma vie d'ailleurs là-dessus, des questions pour bien démarrer ma journée, pour me poser, clarifier les choses, identifier qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui va être un caillou que je vais me traîner dans ma chaussure toute la journée si je le retire pas maintenant. Et pour moi, ça c'est l'hygiène mentale, comme se laver les dents. Tu vois, je sors pas de chez moi sans m'être lavé les dents, je sors pas de chez moi sans avoir eu ce moment avec moi-même. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je l'avais appris. D'ailleurs, il y a un très bon TEDx de Jonathan Lehman qui s'appelle Sortir les poubelles mentales. Non, ça s'appelle Les Antissages du bonheur, si vous voulez regarder sur YouTube. Et il parle de ça, il dit que ça s'appelle Sortir les poubelles mentales. Oui. C'est quelque chose que j'ai travaillé récemment avec Mounia RK de 108 milliards, qui est d'ailleurs mon premier sponsor, et qui m'a fait refaire. Alors elle fait flot de pensée tous les matins, et ensuite, pendant 5 minutes, et après tu analyses une phrase qui te semble être une croyance limitante, et tu la transformes. En tout cas, tu l'analyses, tu la décortiques et tu essaies de la transformer en quelque chose de plus réjouissant. Et c'est vrai que les gens se disent, mais qui c'est que ce truc, ça a l'air complètement débile, mais en fait, ça change tout. Ah, oui. Ça te change ton mindset sur la journée. Moi, chaque fois quand j'ai des longues périodes, alors particulièrement des longues périodes intenses et que je ne le fais pas, je vois vraiment la différence. Ouais. Bah, c'est comme les gens qui sont adeptes de la méditation, qui se rendent compte quand ils arrêtent, ou si tu fais du sport ou du yoga et que tu arrêtes, bah, d'un coup, tu vois, tu as le dos tout coincé et tout. Bah, là, ouais, c'est pareil. Pour terminer cet épisode, Clotilde, c'est quoi, avec tout ce qu'on s'est dit jusque-là, c'est quoi ta définition d'un bon leader aujourd'hui ? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, je pense justement qu'il n'y a pas une définition qui conviendrait à tout le monde. Je pense que c'est plus une découverte de l'archétype de leader qui est en nous et d'essayer de l'identifier pour jouer cette carte-là. Et je pense qu'il y a... Alors, je n'ai pas fait ce travail d'identification de différents archétypes de leaders, mais je pense que moi, je ne suis pas le même archétype de leader que d'autres personnes avec lesquelles j'ai pu me comparer ou me dire voilà ce qu'il faudrait être. Et je pense que c'est ça, un des pièges de tous ces bouquins de business qu'on peut lire avec les grandes réussites, etc. C'est que, en fait, c'est leur recette de leadership qu'ils mettent en avant, mais c'est ce qui fonctionne pour eux avec leur tempérament, leur sensibilité, leur force, qui ne sont pas mon tempérament, ma sensibilité, mes forces. Et donc, je pense que c'est ça qui est passionnant dans cette quête d'excellence dans le leadership, c'est qu'il n'y a pas de recette extérieure et qu'il faut la trouver à l'intérieur. Et donc, c'est difficile, mais c'est intéressant. L'authenticité, je crois que c'est un mot qui marque bien notre épisode, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clotilde, c'est un super moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.